Salut à vous, nouvelle vidéo réact. Alors aujourd'hui, on va écouter Viktor Orban. Je rigole déjà. Qui va essayer de nous convaincre. Vraiment, il va essayer de nous convaincre que la Russie est incapable de vaincre l'OTAN. Et il est même allé plus loin. La Russie est incapable de vaincre l'Ukraine. Donc, je ne sais pas à quel point on va rigoler, à quel point il va devoir être débunké, mais c'est lui l'invité de cette vidéo. On écoute. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes Viktor Orban, le dirigeant de la Hongrie, et plus que ça, une figure européenne pour vos adversaires. Vous êtes un cheval de Troie de Trump et de Poutine en Europe. Pour vos partisans, vous êtes l'espoir d'une autre Europe. Commençons d'abord par les événements guerriers, si vous le voulez bien. Les bombardements en Russie, en Ukraine. Y voyez-vous le risque d'une guerre générale en Europe? Non. Pourquoi? Parce que les Russes sont trop faibles pour cela. Ils ne sont même pas capables de vaincre l'Ukraine, donc ils sont incapables de vraiment attaquer l'OTAN. Là, quand il parle comme ça, c'est pour nous convaincre ou pour se convaincre lui. Parce que je n'ai pas l'impression que ce soit la réalité sur le terrain ou dans vos réunions stratégiques d'urgence, que la Russie n'est même pas capable de vaincre l'Ukraine. Donc vaincre l'OTAN, c'est encore plus difficile. Très drôle. En fait, ils font comme si nous ne sommes pas au courant que depuis le début de cette guerre, ce n'est pas l'Ukraine qui se bat seule, c'est tout l'OTAN. Ce n'est pas que la Russie n'est pas capable de vaincre l'OTAN. En fait, ce n'est pas comme ça qu'il devrait formuler. Il devrait plutôt formuler l'OTAN est incapable de vaincre la Russie. Donc, sachant cela, on ne va pas se risquer à déclencher une guerre tribale généralisée. Donc, c'est mieux formulé de cette manière. Mais bon, tout le long de l'interview, il va très probablement faire l'éloge de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent et la propagande la plus crue et la plus amère. Maman, accrochez-vous, ce sera lourd. Parce que comme ça commence comme ça, imaginez la suite. Bon, la réponse est non, mais pas pour les raisons évoquées. Effectivement, non, il n'y a peut-être pas de risque de guerre généralisée, mais ce n'est pas parce que la Russie est trop faible, c'est parce que l'OTAN est trop faible. Mais comme ils aiment bien faire l'inversion accusatoire, on a entendu. Alors pourquoi refuser que l'Ukraine se défende? L'Ukraine est un pays souverain, tout autant que vous. Vous semblez vouloir lui refuser le droit de se défendre. L'Ukraine a tout son droit de se défendre. D'ailleurs, elle le fait de manière héroïque. Alors, pourquoi, par exemple, demandez-vous la fin des sanctions contre la Russie? Parce que les sanctions russes détruisent la Hongrie. Je pense que ça détruit également toute l'Europe. Mais ça, c'est le souci des Européens. Pendant les 3 dernières années, nous avons perdu 20 milliards d'euros à cause des sanctions. Pour la Hongrie, c'est un chiffre très important. Non, finissez de crâner, de faire semblant. La vérité va sortir, même si c'est de manière essorée. On va vous presser au niveau où toute la vérité va sortir. Voilà les gars qui prétendaient mettre l'économie russe à genoux, qui aujourd'hui sont en train de faire machine arrière, machine qui n'aurait jamais dû être enclenchée à la base, pour dire que voilà, les sanctions contre la Russie détruisent l'Europe. Et c'est vous le même qui disait il y a quelques secondes plus tôt que la Russie n'a pas le niveau, non, que la Russie est trop faible. Mais est-ce que la faiblesse se voit seulement sur le plan militaire, aussi sur le plan économique? Parce que de toute façon, une nation faible économiquement ne peut pas être particulièrement forte ou résiliente militairement, parce que c'est codépendant. On a besoin d'argent pour avoir une bonne armée et on a besoin d'une bonne armée pour avoir de l'argent. Voilà le monsieur maintenant qui est contraint d'avouer qu'il y a plus de pertes pour eux que pour la Russie de maintenir ces sanctions en place. Les sanctions nous détruisent. Il a utilisé le bon mot, ça nous détruit. Ce n'est pas que ça nous affaiblit, ce n'est pas que ça nous ralentit, ce n'est pas que ça nous handicape, ça nous détruit. Ça veut dire que les sanctions là sont en train de tuer l'Europe en réalité. Quelle est l'alternative? Poutine a mangé la Crimée. Il a mangé une partie de la Géorgie. Il est toujours plus menaçant. Que doit faire l'Europe? Simplement le laisser avancer? La question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce que l'Europe peut faire? L'Europe peut faire quoi qu'elle n'a pas déjà fait. L'Europe peut tenter quoi qu'elle n'a pas déjà tenté. L'Europe peut réaliser quoi qu'elle n'a pas déjà réalisé dans la mesure du possible, dans la mesure du jouable, de l'acceptable en fait. L'Europe ne peut plus rien faire de plus, parce que là, ils vont simplement franchir les limites.
Limite, par exemple, qui implique une intervention directe des armées européennes en Ukraine. Et cette intervention directe-là entraînera une riposte nucléaire. Et ça va entraîner donc de facto une destruction, un anéantissement de tout le bloc européen. Ça va déclencher une troisième guerre tribale. Ce que vous voulez éviter parce que vous êtes parfaitement conscient que vous n'avez pas le niveau face à la Russie. Puisque en cas de guerre tribale en Europe, de troisième guerre tribale en Europe, ce qui va se passer immédiatement, ce sera l'implication de la Corée du Nord, l'implication de la Chine, l'implication de l'Iran, qui pour l'instant restent les ennemis les plus difficiles à vaincre par le bloc occidental. Et eux, ils vont former un seul bloc contre vous. Sachant que vous êtes déjà économiquement à terre, ce serait très très compliqué pour l'Europe de rebondir par rapport à tout ça. Donc la question, M. Rochubin, c'est qu'est-ce que l'Europe peut faire qu'elle n'a pas déjà fait? Non, il faut tout d'abord un cessez-le-feu et ensuite la paix. Aucun cessez-le-feu, parce qu'un cessez-le-feu va juste être un moyen de réarmer l'Ukraine. Aucun cessez-le-feu ne vous sera accordé. Vous allez devoir jongler soit avec une paix définitive, et non pas une paix jonglée, comme toutes les négociations que vous faites exprès de saboter. Donc, soit vous faites une paix définitive, soit il n'y a pas de paix. La Russie n'aime pas la demi-mesure, c'est-à-dire une sorte de semblant de pause pour ensuite dire que mais non, on n'avait pas dit que ça s'arrêtait, hein, jamais. Petite pause. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous. Je publie quotidiennement des vidéos qui varient. Actualité, géopolitique, histoire, interview, react et analyse. Dans certaines vidéos, on rigole. Dans d'autres, le ton est beaucoup plus sérieux, mais on apprend toujours quelque chose. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer des sujets qui vous intéressent. Aussi, pour ceux qui veulent du contenu supplémentaire ou encore soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. Il y a 2 forfaits. Celui de 2,99 € et celui qui coûte moins de 10 €. À cette participation, vous avez droit à des vidéos hebdomadaires et à l'accès au groupe Telegram où on échange. Groupe où je partage également des informations qui ne peuvent être publiées. Dans le groupe Telegram, il y a plus de 200 vidéos qui n'existent pas sur la chaîne et nulle part ailleurs et qui traitent de sujets divers et variés, toujours pour en apprendre plus. Voilà, c'est dit. Revenons au sujet. Puis, il faut qu'il y ait un accord stratégique de paix à long terme. Comment le garantir? Le président Macron est plutôt prudent. Il parle de troupes au sol, pas pour combattre, des troupes au sol pour garantir un cessez-le-feu. Est-ce que vous le suivez? Je pense en fait que ni les Européens, ni les Ukrainiens ne pourront se mettre d'accord avec les Russes. Ce qui est très cocasse quand ils parlent comme ça. Parce que ceux qui prétendent, c'est-à-dire les Occidentaux, ne pas avoir mis leurs mains dans cette guerre, sont aujourd'hui en train de nous faire comprendre que les Européens ne seront pas d'accord avec les Russes. Est-ce qu'il s'agit de votre guerre? En quoi est-ce que vous êtes impliqués là-dedans, si ce n'est directement? Parce que à chaque fois qu'on leur pose la question sur les plateaux télé, ils essaient de nous faire croire qu'ils sont en Russie ou qu'ils aident la Russie par gaieté de cœur, par bonté d'âme, par générosité. Là alors, bon, voilà donc, admettons que l'Ukraine, elle veut négocier la paix. Si les Européens ne veulent pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la guerre se poursuivra? C'est une question très pertinente à poser. Ou bien la guerre va immédiatement s'arrêter? Ça démontre par cette formulation qui magouille réellement derrière tout ce conflit. Les Ukrainiens parce qu'ils sont en train de perdre cette guerre, et les Européens parce qu'ils sont trop impliqués pour y arriver. Parce qu'ils sont aussi en train de perdre la guerre et de facto perdre de l'argent. Il faudrait en fait qu'il y ait un accord entre Russes et Américains. Vous avez dit vous-même, l'Ukraine est souveraine. Un peuple souverain peut adhérer, s'il le veut, à l'OTAN, à l'Union européenne. Est-ce que vous lui accordez ces droits? Non. Parce que en géopolitique, il y a ce qu'on appelle le bon sens. Lorsqu'il y a 2 grands pays, 2 superpuissances en conflit, généralement, on ne fait pas en sorte d'empiéter sur la zone de sécurité de l'un ou de l'autre. L'Ukraine n'est pas apte à devenir un membre de l'OTAN ou de l'Union européenne. Ce n'est même pas une question d'aptitude. Je répète encore, c'est une question de bon sens. Ce n'est pas une affaire d'aptitude. Dans les relations internationales, le bon sens ne relève pas en fait de la morale, mais du simple fait que les grandes puissances n'acceptent pas de menaces directes, mais à l'idée que les grandes puissances n'acceptent tout simplement pas et ne peuvent pas accepter une menace directe à leurs frontières ou alors une menace directe dans leur sphère d'influence. Je répète encore, c'est le bon sens. Donc, au-delà de est-ce qu'on a le droit ou pas, est-ce qu'on est souverain ou pas, il y a une question de bon sens qui s'applique immédiatement. Pourquoi est-ce que l'Ukraine, qui veut entrer dans l'OTAN, ça défie ce bon sens, selon la logique géopolitique? Parce que, déjà, on parle de la frontière directe avec la Russie.
L'Ukraine est un grand pays qui partage 2000 km de frontière avec la Russie. Si l'Ukraine entre dans l'OTAN, les États-Unis et leurs missiles seront à portée de quelques minutes de Moscou. Vous pensez que les États-Unis pourraient accepter un truc pareil? Que la Russie mette par exemple ses missiles au Mexique? Ensuite, l'Ukraine est une zone tampon historique. L'Ukraine, comme la Biélorussie, a toujours été une zone tampon entre l'Europe et la Russie. Toujours. Donc, toute tentative d'aligner militairement cette région avec l'Occident est une agression. Ce n'est pas vu, ce n'est pas perçu, ce n'est pas interprété, c'est une agression. Parce que l'Ukraine qui entre dans l'OTAN, c'est immédiatement des missiles des Américains qui sont aux portes de la Russie. Des missiles capables de frapper le Kremlin en 2-3 minutes. C'est impossible à penser pour les Russes. Après la chute de l'URSS, les Occidentaux avaient laissé entendre oralement que l'OTAN n'allait pas s'étendre à l'Est. Donc, le non-respect de ce qu'ils avaient dit. Puis, la perspective de l'Ukraine n'est pas seulement perçue comme étant une trahison. C'est une trahison à leur parole. C'est une trahison au principe qui était de ne pas s'étendre à l'Est. Et très souvent, je prends le parallèle avec la crise de Cuba en 1962. Parce que quand l'URSS a voulu installer des missiles nucléaires à Cuba, qui sont à seulement 150 km des côtes américaines, les États-Unis ont pété un câble. Ils ont réagi avec virulence et ils ont même brandi la menace de guerre nucléaire. Juste pour vous dire à quel point les États-Unis ont considéré ça comme dangereux. Mais aujourd'hui, ils s'attendent à ce que la Russie accepte ça tranquille. Parce que c'était simple, non? C'était simple. Pour Washington, l'idée que Cuba, qui est allié à une puissance ennemie, accueille sur son territoire des armes nucléaires, ça avait une portée inacceptable dans ce conflit. Même si Cuba était souverain, ça n'avait aucune importance pour les Américains. C'était un danger existentiel pour les États-Unis. Donc il fallait éliminer ça au plus vite. Les États-Unis n'ont pas toléré une telle intrusion soviétique dans leur arrière-cour, dans leur zone d'influence. La Russie ne peut donc pas tolérer aussi une intrusion occidentale dans sa zone d'influence, dans son arrière-cour. Il ne faut pas que l'on se perde dans les affaires de leurs 2 poids 2 mesures. C'est exactement la même situation aujourd'hui. Voilà maintenant les États-Unis qui n'ont pas toléré pour Cuba, qui sont en train de soutenir l'Ukraine, qui sont en train de faire les grands discours avec les médias, qui sont en train de les encourager. On envoie les gens à la mort gratuitement. La Russie est simplement en train d'agir selon ses zones de sécurité traditionnelles. Et peu importe l'opinion interne du pays concerné, ça n'a aucune importance pour la Russie parce que c'est une grande puissance et parce que l'intrusion de l'OTAN dans cette zone-là représente un danger existentiel pour la Russie. Et peu importe ce que Orban va dire là, c'est son problème. C'est ce qu'on disait naguère de la Hongrie aussi. Non. Même avant la guerre, l'Ukraine était déjà en banqueroute. Au début des années 90, les Ukrainiens n'ont pas vraiment réussi à créer un État fonctionnel économiquement. Cela signifie que si l'Ukraine devenait un membre de l'Union européenne, ce serait une faillite économique. Ce qui est important de comprendre, c'est ce qui s'est passé avec l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est. Dans un premier temps, tout le monde était accepté dans l'OTAN. Cela garantissait une sécurité militaire. Seulement ensuite, ces pays ont pu entrer dans l'Union européenne. Mais actuellement, c'est impossible. Si l'Ukraine entre dans l'OTAN, tout de suite, ce serait la guerre entre l'OTAN et la Russie. Donc actuellement, c'est une impossibilité. C'est une réalité géopolitique. Mais pardon, en disant ça, est-ce que vous ne faites pas un cadeau à Poutine? Vous dites qu'elle ne peut pas entrer dans l'OTAN, mais encore une fois, l'Ukraine est souveraine. Votre pays est entré dans l'OTAN, personne n'a dit non, la Hongrie ne peut pas entrer dans l'OTAN. Oui, mais je ne pense pas comme un Ukrainien. En revanche, je pense comme un Hongrois et comme un Européen. Pour nous, les Hongrois, et pour toute l'Union européenne, ce n'est pas dans notre intérêt qu'il y ait une menace de guerre et un conflit direct avec la Russie. Lui qui disait tout à l'heure là, je le rappelle encore parce que ça m'a beaucoup marqué. Lui qui disait tout à l'heure là que la Russie est trop faible, le voilà terrifié, terrorisé à l'idée d'entrer en guerre contre la Russie. Et qu'il disait ça avec tellement d'assurance, tellement de calme. Ils n'ont pas le niveau. Bon, si vous estimez que la Russie n'a pas le niveau, pourquoi alors vous ne faites pas?
aller à l'encontre de la volonté russe. Et on voit. C'est-à-dire que inutile. C'était une réflexion inutile. Mais malgré tout, il a fallu qu'il la fasse. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Maintenant, il vient se contredire. Lui, ça l'après encore. Parce que tout ce qu'il raconte là peut être dit d'une autre façon. Je ne veux pas d'une guerre contre la Russie parce que ce sera dévastateur pour nous tous. Ça veut donc dire que la Russie a le niveau de l'OTAN finalement, voire même dépasse le niveau de l'OTAN. Vous pensez vraiment que si l'OTAN pouvait détruire la Russie, comme il l'a prétendu en début de vidéo, ils allaient hésiter avant d'enclencher une guerre? Vous avez déjà vu les Occidentaux avoir la possibilité de gagner une guerre et ne pas la déclencher pour pouvoir terminer avec. On parle des gars que c'est leur seule histoire. Quand vous retracez toute leur généalogie, ce n'est que rempli de guerres. Est-ce que c'est une guerre de plus qui va les dépasser? Non. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce qu'ils n'ont pas le niveau. C'est pourquoi l'Ukraine ne peut pas devenir un membre de l'OTAN. Il y a une incompréhension sur vos positions. Les Russes, la Russie soviétique est entrée en Hongrie en 1956 avec ses chars et l'a écrasé la Hongrie. Vous avez été un combattant anticommuniste. Pourquoi n'être pas solidaire de l'histoire des Ukrainiens qui ressemble? Parce que c'est un contexte différent, c'est une époque différente, c'est une Russie différente. Ce n'est absolument plus la même configuration qu'à l'époque. Donc qu'il soit solidaire ou pas, il a bien fait comprendre que son problème n'est pas l'entrée en Ukraine en tant que telle. Son problème, ce sera la réaction de la Russie. Et la Russie d'aujourd'hui n'est plus la Russie de l'époque. Ce n'est plus la Russie qui était affaiblie au moment de l'expansion de l'OTAN dans l'est de l'Europe. Ce n'est plus la même Russie, monsieur Rochebin. Comprenez ça, intégrez-le dans votre esprit. Actuellement, on parle d'une Russie regonflée à bloc, qui a pris le temps de se recréer, de se rebâtir, et qui maintenant ne peut plus accepter un certain nombre de choses. Ceux qui sont en décrépitude aujourd'hui, ce ne sont pas les Russes, ce n'est pas la Russie. Ceux qui sont en décrépitude, c'est le bloc occidental. Je comprends. Et nous comprenons l'histoire de l'Ukraine. Je pense que nous comprenons même un peu mieux que les Français. Vous habitez à plusieurs milliers de kilomètres de l'Ukraine. Au cours des 150 dernières années, on a occupé 4 fois mon pays. Et c'était un désastre. Une fois, l'occupation a duré 45 ans. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était un désastre. C'était horrible. Les dégâts étaient considérables. Donc je comprends les Ukrainiens. Ce que nous pensons, c'est que les Russes, il ne faut pas les aimer, mais il faut avoir des accords avec eux. La Russie est une réalité géopolitique, même si on ne l'aime pas. En gros, la Russie, même si vous ne les aimez pas, on va devoir faire avec. Parce que voilà, ils ont quand même la force. Et comme ce n'est que la force que l'on respecte, bah voilà, on est obligé de fonctionner avec. Donc, on n'est pas obligé d'aimer la Russie, mais on est obligé d'écouter ce que la Russie nous dit. Sinon, ça va devenir la bagarre. Et dans la bagarre, on n'aura pas le niveau. Voilà ce qu'il est en train de résumer globalement. C'est-à-dire que j'utilise les mots les plus simples au lieu de tout le charabia qu'il est en train de vouloir construire là. Il y a une maxime en français qui dit « baise la main que tu n'oses pas mordre ». Est-ce qu'au fond, c'est votre attitude? Est-ce que vous êtes... Oui, c'est totalement ça. C'est parfaitement ça, en fait. Vous êtes en train de baiser la main des Russes parce que vous avez peur d'eux? Oui, c'est exactement ça. Très bien formulé. Si tu ne peux pas mordre la main parce que tu as peur, fais bisous. Parce que vous avez peur d'eux. Non, pas du tout. C'est juste le contraire. C'est ça. C'est juste le contraire. Tu fais bisous parce que tu n'as pas peur, c'est ça? Je pense que c'est seulement le langage de la force que les Russes comprennent. Et l'Europe doit être forte. Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, Orban. Orban, je n'aime pas ça. Ce n'est pas les Russes qui ne comprennent que le langage de la force. Sinon, toi-même, tu n'aurais pas évoqué le fait de devoir négocier ou discuter avec eux. Ne nous prends pas pour des idiots, s'il te plaît. Par contre, ceux qui comprennent le langage de la force, ce sont les Occidentaux. Parce que si ça ne dépendait que de vous, si vous aviez réellement les capacités militaires que vous prétendiez, vous auriez déclenché une guerre contre la Russie. Mais sachant très bien que vous n'avez pas le niveau contre la Russie, encore moins si les alliés de la Russie viennent et interviennent, c'est vous qui parlez d'être obligé de négocier parce que vous êtes obligé de faire avec. Mais de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Parce que si ce n'est que la force que la Russie entendait ou comprenait, actuellement, ce que l'Ukraine est déjà rasé. S'il vous plaît, ne nous prenez pas pour des idiots. On observe quand même ce qui se passe autour de nous, non? On suit à minima cette guerre depuis 2022. À partir du moment où on a compris que tout venait d'Ukraine, visiblement.
Même la patate qui pousse dans un village au Cameroun, ça venait d'Ukraine. On ne pouvait même plus manger le pain sans compte et disait que le prix a augmenté à cause de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine. Donc à un moment donné, on s'est tous posé la question de savoir, l'Ukraine là se trouve même où sur la carte? Parce qu'avant cette guerre, on ne savait même pas où l'Ukraine se situait. D'ailleurs, actuellement, je ne sais toujours pas où l'Ukraine se situe sur une carte du monde. Je sais juste que c'est pas là-bas. Je n'ai qu'à chercher la Russie et je vais peut-être tomber sur l'Ukraine en guettant les frontières. Donc à minima, on suit quand même cette guerre depuis 2-3 jours. Faut éviter de nous prendre pour des chèvres. Comment est-ce que tu peux oser prétendre que ce sont les Russes qui ne comprennent que le langage de la force, alors que depuis le début du conflit, il n'y a que les Russes qui essaient de régler l'affaire diplomatiquement? N'attribuez pas votre barbarie à tout le monde. N'attribuez pas votre mauvaise intention à tout le monde. Ce qui sera impossible, tout simplement. Malheureusement, là, nous sommes faibles. Voilà, au moins tu en es conscient. C'est pourquoi nous avons besoin des Américains. Mais il faut que l'Europe se renforce à long terme. Il faut qu'il y ait un accord stratégique avec la Russie, mais seule une Europe forte pourra y arriver. Il y a deux attitudes à l'égard de Vladimir Poutine. Celle du président Macron, du chancelier Merz et aussi d'ailleurs de Keir Starmer et la vôtre. Vous êtes proche de Poutine. Jusqu'où peut aller cette proximité? Que voulez-vous? Voulez-vous par exemple que Poutine puisse revenir en Europe? Est-ce que vous l'accueilleriez en Hongrie? La question c'est, même si l'Europe décide d'accueillir Poutine, est-ce que Poutine voudra se faire accueillir par les Occidentaux? Puisque je me rappelle récemment aussi, il y a Trump qui a évoqué une question du genre, faisant comprendre que ça a été une erreur de sortir la Russie du G8, ce qui est devenu le G7, et que ce serait peut-être intéressant de ramener la Russie dans le G7, ce qui va redevenir le G8. Donc façon de dire, gars les Russes, revenez encore, on travaille ensemble, voilà, on vous veut bien de notre côté, patati patata. La question c'est, après toutes les trahisons que les Occidentaux ont fait à la Russie, est-ce que la Russie voudra revenir dans le bloc occidental? Sans parler du fait qu'il y a un principe fondateur de la civilisation américaine qui explique qu'ils doivent anéantir la Russie par tous les moyens nécessaires. Et ils doivent séparer la Russie de la Chine. On est bien d'accord que les Russes connaissent ça, ils connaissent cette doctrine, ils connaissent ce principe, cet élément civilisateur littéralement, cet élément de maintien de la puissance et de l'hégémonie américaine. Est-ce que vous pensez qu'ils vont laisser abandonner, prenant en compte bien évidemment le fait qu'à tout moment et à la moindre occasion, les Occidentaux vont trahir les Russes? Pensez-vous donc que Poutine pourrait tomber dans un piège aussi grotesque? Il ne faut pas que l'on réfléchisse à Poutine, mais à nous-mêmes. Nous ne mesurons pas l'Europe à Poutine. Nous avons nos propres intérêts. Il faut que l'on soit fort. Et il faut que l'on soit fort avec et contre la Russie. Le président de la Russie est le président des Russes. S'il veut venir en Hongrie, il sera accueilli avec tout ce qu'il faut. Vous avez accueilli déjà Netanyahou, qui lui aussi est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. De la même façon, vous enverrez paître l'Union européenne, la Cour pénale internationale. Vous êtes prêt à accueillir Poutine comme Netanyahou? Netanyahou est le Premier ministre israélien, bien sûr. Nous le respectons. Nous l'accueillons avec du respect, comme quand nous accueillons un dirigeant d'un pays. Nous avons du respect pour les pays. C'est aussi ce que l'on veut pour nous-mêmes, ce respect. Je pense que cette organisation est devenue très politique et ne m'intéresse pas. Quel est pour vous le rôle aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Le président français et vous êtes aux deux extrêmes. Comment est-ce que vous regardez son rôle? Tout d'abord, Emmanuel Macron, c'est le président de la France. Et je respecte la France. Je respecte le président de ce pays. Depuis que les Britanniques ont quitté l'Union européenne, la situation a radicalement changé. Auparavant, les Britanniques et les habitants de l'Europe de l'Est formaient un grand bloc souverainiste fort. Nous n'avons pas permis que Bruxelles s'accapare nos compétences. Mais Bruxelles sait ce qu'elle fait. Elle s'accapare nos compétences. Donc, vous n'avez pas permis que l'organisation à laquelle vous appartenez s'accapare de vos compétences, mais elle a quand même fait, de gré ou de force. Ok, on prend note, messieurs les souverains. Donc, la solidarité, c'est du passé. Ce qui se passe maintenant en Europe est validé par les Français et les Allemands. Et nous ne pouvons pas nous opposer à cette volonté. Nous n'avons
Donc, moi je trouve ça toujours très drôle. On parle toujours des mêmes gens qui nous rabâchent à longueur de journée la démocratie. Voilà qu'au sein de leur bloc, où ils disent que non, ils partagent la démocratie, liberté, droits de l'homme, patati patata, il y a un des dirigeants qui fait comprendre qu'ils n'ont pas leur mot à dire et que quelque part c'est une forme de dictature. Étant donné qu'on prend les choses de force, on décide à leur place, etc. Mais ce sont les mêmes gens qui vont faire les guerres. Mais ce sont les mêmes gens qui vont prétendre aller déposer la démocratie chez les gens, non? Vous voyez que peu importe l'échelle, la démocratie n'existe pas. On l'entend, on l'écoute, on le comprend. Puisqu'il est résigné à l'échelle de l'Union européenne, ce sont les Français et les Britanniques qui décident. Et on ne peut pas aller à l'encontre de leur volonté. C'est-à-dire qu'il est déjà résigné. Il sait que de toute façon, leur voix ne compte pas. Nous n'avons plus ce pouvoir de blocage. La responsabilité et la position de votre président est plus forte. Mais de quoi le soupçonnez-vous exactement? L'Union européenne, ce sont des membres à égalité. De quoi soupçonnez-vous Emmanuel Macron? Ils viennent de vous faire comprendre que non, justement, l'Union européenne, ce n'est pas des membres à égalité. Ils viennent de le dire. Bon, vous avez un bon rapport personnel avec lui. Tout à l'heure, on préparait l'interview, vous m'avez dit vous êtes tous les deux des bêtes politiques. Vous aimez bien batailler. Mais sur le contenu, vous êtes en désaccord sur tout. En ce qui concerne l'avenir de l'Europe, nous sommes en désaccord. On a besoin de l'Europe. Mais votre président aimerait partir vers une voie progressiste et libérale. Pour moi, ce serait une tragédie pour l'Europe. Je pense que tous nos maux proviennent du fait que nous avons délaissé nos traditions, la souveraineté nationale et nos traditions chrétiennes. Il faudrait retourner à nos racines et là, c'est diamétralement opposé à ce que représente M. Macron. Macron est plus pour les plus ultra et tout ça là. Qu'est-ce que ça signifierait concrètement? Vous dites retourner aux racines chrétiennes de l'Europe. Bon, vous n'êtes pas le seul, hein. Les Italiens disent ça par exemple aujourd'hui, mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quel changement concret en Europe? Prenons un exemple concret alors. La Hongrie ne permet pas l'entrée des migrants sur son territoire. Nous avons construit une clôture sur notre frontière sud. Et quand il le fallait, nous avons protégé militairement cette frontière. Personne ne peut entrer sur le sol hongrois sans l'autorisation de l'État hongrois. Nous avons le droit de le faire. Mais que dit Bruxelles? Bruxelles dit « Ah non, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas décider avec qui vous voulez vivre. » Donc, on comprend bien en fait que l'Union européenne, c'est un bloc où en fait les pays ont décidé de laisser d'autres gens diriger leur pays. Donc, les gouvernements de chaque pays, factuellement, ne servent à rien. Ce sont que des relais, des sous-préfets. Suivant la configuration de ce qu'il vient d'expliquer, c'est la conclusion logique que l'on fait. Au final, les pays de l'Union européenne et les populations de l'Union européenne ont vendu leur souveraineté à un bloc plus large de dirigeants que n'ont pas voté, que n'ont pas choisi. C'est choisi là-bas. C'est intéressant comme concept ça. Mais vous dites que ce sont ces gens qui viennent nous donner des leçons. Donc, si quelqu'un, lui, veut suivre sa politique et que vous n'êtes pas d'accord avec sa politique, puisque cette personne fait partie de l'Union européenne, c'est un non. Dans ce cas, créer une fois une fédération, ce sera beaucoup plus facile. Et puis, les Orban et consorts seront simplement des gouverneurs. Pourquoi parler de pays même en fait? Si je me rends compte que le président que je vote dans mon pays n'a pas le droit de décider pour mon pays, mais c'est terrible. Je viens même de réaliser encore quelque chose. Toute la montée de l'extrême droite française là s'agite dans le vide. Hein. Il faut faire comprendre aux Français. Il faudra faire comprendre aux Français que tant que Bruxelles va décider qu'il y aura l'immigration, il y aura l'immigration. Donc l'extrême droite est en fait en train de faire une promesse qu'ils ne peuvent pas respecter, même s'ils le souhaitent. Ok. Vive la souveraineté, vive la démocratie. Et quand je désobéis, quand nous désobéissons, chaque jour nous devons payer $1 million. Là, je suis dans cette chaise et je paye $1 million à Bruxelles parce que je ne veux pas de migrants chez moi. Voilà. Bon. Jusqu'à tu es sanctionné. Oh, c'est fantastique, c'est fantastique. Ça veut dire que par an, c'est 365 millions de dollars. C'est un bon cash flow, hein. Mince. Les gars ont tout un système. En fait, je viens même de réaliser un truc. Un piège dans la démocratie. Leur façon de concevoir la démocratie, c'est la volonté du plus grand nombre. Je dis bien dans la théorie, pas dans la pratique.
La volonté du plus grand nombre, c'est quelque chose de très dangereux parce que la volonté du plus grand nombre n'est pas forcément la volonté la plus sage. Et ça ne s'arrête pas là. La volonté du plus grand nombre n'est pas forcément la volonté la plus juste. Et ça ne s'arrête pas là. La volonté du plus grand nombre n'écoutez que la volonté du plus grand nombre, c'est dangereux parce qu'il y a toujours une partie de la population qui sera délaissée. Est-ce que c'est ça qu'on appelle donc les minorités? Je ne sais pas. Mais maintenant, quand je suis en train de réfléchir sur la question de la démocratie, je trouve ça encore plus dangereux. C'est encore plus inquiétant. Parce que voilà, au sein de l'Union européenne, un gars qui dit que lui, il représente une minorité dans l'Union européenne. Il a une politique qui est intéressante pour lui, mais le grand nombre dit non. Et lui, il est obligé de payer. Est-ce que c'est juste? À vous de voir. Mais pour moi, ça ne l'est pas. Et vous verrez qu'à n'importe quelle échelle, c'est ça le souci de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas forcément voter. Dans l'acception la plus basique de la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple ne signifie pas qu'il faut changer de président chaque jour. Le pouvoir au peuple ne signifie pas qu'on doit tout le temps être en train de voter. Le pouvoir au peuple signifie simplement que le gouvernement en place, peu importe comment il est arrivé en place, peu importe le nombre de temps qu'il fait là-bas, s'occupe des affaires du peuple, s'occupe des problématiques du peuple et s'occupe de la résolution des difficultés du peuple. C'est tout. Voilà ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas changer de président chaque jour. Il faut qu'on arrive à saisir ça, en fait. Premier ministre, mais l'Europe vous donne aussi beaucoup d'argent, vous le savez bien. Souvent, elle achète un certain nombre de vos accords, ça vous ne pouvez pas le nier. Pourquoi, si vous êtes tellement en désaccord avec l'Union européenne, pourquoi vous ne la quittez pas? Il vient de dire tout à l'heure là qu'il a besoin de l'Union européenne, non? Ou bien? Bref, je suis curieux d'écouter sa réponse. Non, je suis absolument d'accord avec l'Europe comme idée. Mais on ne peut pas quitter l'Europe, car nous sommes l'Europe. Vous n'êtes pas d'accord avec l'Union européenne telle qu'elle est? Ah oui, je ne suis pas d'accord avec la politique européenne. Parce que notre leadership est trop faible. Et il y a des erreurs. Et en plus des erreurs, il y a de mauvaises réponses à nos problèmes. Par exemple, il y a une crise migratoire qui est très mal gérée, une crise de Covid, mal gérée, transition verte, mal gérée, guerre, mal gérée. En gros, l'Europe gère tout mal, quoi. C'est mieux de dire comme ça, hein. Tout est mal géré, budget mal géré, sanctions mal gérées, conflits mal gérés. Le résumé, c'est de dire que l'Union européenne gère tout mal. En même temps, c'est normal. On prend quel genre de personnes pour mettre à la tête de vos États ou à la tête de ces unions-là, de cette union-là? Ne soyez pas surpris. Sanctions, mal gérées. Dans chaque cas, les crises sont le prétexte pour s'accaparer encore plus de compétences. Moi, je suis un gaulliste de ce point de vue. On reparlera de De Gaulle après, mais si vous voulez changer l'Europe, on comprend que vous voulez garder l'Union européenne, mais là, changer. Avec qui? Aujourd'hui, il y a le phénomène de Madame Meloni, qui a des réussites, notamment économiques. Est-ce qu'elle est pour vous devenue la principale force de votre camp? Il y a les souverainistes et il y a les fédéralistes. Meloni est souverainiste. Et moi, je le suis aussi. On aime coopérer ensemble. Il faut freiner la bureaucratie bruxelloise. Bruxelles ne peut pas dicter la politique européenne. Il faut que l'on retrouve nos droits nationaux. Donc, en gros, le principe, c'est que chaque pays en Europe se cherche, fait sa vie, fait ses lois, mais seulement qu'il y a globalement les ouvertures pour pouvoir faire le commerce. C'est en gros ce qu'il est en train de dire. Alors que de l'autre côté, les macronistes, par exemple, ils sont en mode, on fait une fédération, point à la ligne. La décision que l'on prend à Bruxelles s'applique à tout le monde de manière unilatérale. Les deux s'entendent. Maintenant, ce sera à eux de voir. De toute façon, c'est leur problème là-bas. Mais l'idée européenne est une idée fantastique. Il y a même deux grandes promesses, la paix et le bien-être. C'est pourquoi nous l'avons créée, cette Europe. C'est pourquoi nous avons rejoint l'Europe. Mais aujourd'hui, nous n'avons ni bien-être, ni paix. Ce n'est pas ce que nous avons choisi. Parce que vous avez des dirigeants, somme toute, très idiots, oui. Mais ce n'est pas plus mal pour nous, pour notre camp et pour le Sud global. Parce que pendant que vous êtes en train de vous détruire à l'intérieur, là, nous, ça nous laisse un peu de répit pour pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Et quand on aura définitivement la tête hors de l'eau, on va recorriger tout ça. On va retravailler tout ce que vous n'avez pas pu gérer.
parce que vous étiez trop occupé à ne penser qu'à vous. Bref, on va s'arrêter là. Le reste de l'interview, c'est qui est plus beau qu'entre X et Y, qui avait une meilleure veste dans tel événement. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Z, patati patata. En gros, sans aucun intérêt. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.